Bonjour, c'est moi, Loïc Geoffrey. Et ceci est ma cave que vous voyez, derrière là. Pas mal, non? C'est lyonnais. Je me permets d'interrompre ce podcast, parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les Occitans et les fils de... Dans cette émission, le présentateur se croit drôle avec des introductions systématiquement nulles à chier, et entre samples Nasbrock placés à des moments improbables, comme dans Vastache, mais en moins bien. J'appelle ça du plagiat. Cette se permet de dénigrer les vins, gratuitement. Vous allez voir que ça va encore concerner le rosé, le Beaujolais ou les bouteilles à 3 chiffres. Je le vois trop arriver. Oh, la villageoise! Bonjour à tous les vins intéressés, les vins conditionnels et les vins fatigables du vin, et bienvenue dans Vintelligible, le podcast de généralisation sur l'œnologie et le monde du vin en général. Qui dit nouvelle émission, dit nouvelle thématique. Alors aujourd'hui on parle l'histoire de la vigne et du vin. Je sais, c'est pas le sujet le plus passionnant qu'on aura traité sur cette chaîne, ça reste assez abstrait, assez académique, mais vous allez voir, c'est quand même un sujet qui va vous permettre de comprendre que même si le vin est une boisson très ancienne, très certainement la plus ancienne avec la bière et l'hydromel d'ailleurs, et bien finalement les vins de qualité qu'on connaît aujourd'hui sont globalement très récents, et sont tout simplement le produit logique de l'évolution des civilisations humaines. Ça va aussi vous permettre de mieux comprendre la réputation de certains vignobles français, ainsi que tout un tas d'autres choses. Alors vous allez voir, pour le besoin de cette émission, j'ai réalisé une frise historique, plus ou moins claire, j'espère en tout cas qu'elle vous donnera certains repères, et on va se baser essentiellement autour de 10 grosses périodes, qui correspondent à 10 périodes historiques, évidemment, on va pas non plus réinventer la poudre, et qui elles-mêmes représentent 10 étapes, 10 plus-values, j'ai envie de dire, très importantes pour l'histoire du vin. Première période, évidemment, les fouilles archéologiques, qui nous ont permis de situer à peu près à quelle période est apparue la culture de la vigne. Deuxième période, la culture égyptienne. Troisième période, la Grèce antique. Quatrième période, la culture romaine. Cinquième période, la civilisation celte, et l'apparition évidemment du vin en Gaule. Sixième étape, toute la période du Moyen-Âge. Septième étape, entre le 16e et le 18e siècle, l'époque des colonisations, du vin du Nouveau Monde, des inventions et autres progrès techniques, notamment ceux de l'œnologie. Et enfin, on rentre dans le 19e et 20e siècle. Huitième période, la classification officielle des vins de Bordeaux en 1855, qui est très importante et vous allez comprendre pourquoi. Neuvième étape, l'épidémie de phylloxéra, qui a failli être fatale à bon nombre de vignobles en Europe. Là, on est à la fin du 19e siècle. Et dernière étape, l'apparition des appellations, donc appellation d'origine contrôlée, appellation d'origine protégée, etc. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, il faut quand même rappeler que la vigne est une plante vieille comme le monde, dont l'apparition est aussi vieille que l'homme, si ce n'est pas plus. En tout cas, on estime qu'elle est apparue il y a 60 millions d'années. Évidemment, à la base, c'est une plante sauvage, qu'on peut aussi nommer lambrusque. Son nom latin, c'est Vitis vinifera sylvestris. Vous pouvez encore la retrouver d'ailleurs en lisière de forêt, notamment dans le sud de la France. De cette époque-là, on a justement retrouvé beaucoup de fossiles sur notre propre sol en Europe. C'est en fait une liane, mais qui par contre va donner globalement assez peu de raisins, un raisin très acide, et qui peut avoir pour particularité d'être unisexué, donc qui va devoir retrouver une autre plante de notre sexe pour pouvoir faire du raisin. Tandis qu'évidemment, la vigne cultivée, donc la Vitis vinifera sativa, elle n'a pas ce souci-là. Et justement, aujourd'hui, on va voir quel est le processus historique qui a permis effectivement cette dissociation entre la vigne sauvage et la vigne cultivée. Et bien, on commence justement ce passage entre la vigne sauvage et la vigne cultivée. On estime qu'elle a eu lieu entre le 6e et le 5e millénaire avant Jésus-Christ, ce qui a été prouvé puisque des fouilles archéologiques ont révélé qu'entre 8000 et 4000 ans avant Jésus-Christ existait déjà une culture du vin, essentiellement dans le Caucase. Alors plus précisément sur cette viticulture rudimentaire, à moins 8000, on estime qu'en Arménie existait déjà le plus ancien domaine viticole du monde. On a retrouvé aussi des traces en Géorgie, à moins 4000 en Iran, et en Mésopotamie autour de moins 6000 ans. Et même récemment, des recherches ADN ont montré qu'il y aurait très certainement un deuxième foyer de culture du vin en Espagne, celui-ci, autour de 4000 ans avant Jésus-Christ. Voilà pour la préhistoire, on bascule maintenant dans la période antique. Évidemment, cette culture de la vigne balbutiante, j'ai envie de dire, va se déplacer de plus en plus vers le sud, puisqu'on va la retrouver autour de 3000 ans avant Jésus-Christ en Égypte. Il y a d'ailleurs beaucoup de représentations de tout cela sur des papyrus, dans des pyramides. Des cailloux, des cailloux, des cailloux! Il faut savoir qu'à l'époque, le vin était réservé à une élite, mais qu'il existait déjà différents vins, notamment le rouge, le blanc, le rosé et même le doux. Autour de 2500 ans avant Jésus-Christ, ce sont les Grecs qui vont se rapproprier ce savoir-faire des Égyptiens, et ils vont non seulement le récupérer, mais le développer. C'est à ce moment-là qu'apparaissent la culture en terrasse. On bâtit des murets, des lieux de vinification avec des fouloirs, des pressoirs, des caves. Faut dire aussi que quand même, le vin c'est un élément essentiel de la culture grecque antique, notamment dans le lien que permet le vin entre les hommes et les dieux. On rappelle qu'il y a évidemment le culte
culte de Dionysos, mais aussi les libations pendant certaines célébrations. On va retrouver surtout ça chez les Celtes, mais le vin est un symbole du sang. Et on va retrouver du vin utilisé lors de rituels sacrificiels, des rituels mortuaires. On trouve beaucoup d'amphores dans les tombes par exemple. Et il faut savoir que justement les Grecs, eux, coupaient leur vin avec de l'eau et rajoutaient beaucoup d'épices. La civilisation romaine maintenant, entre 1500 et 520 Jésus-Christ, va récupérer évidemment tout ce savoir-faire des Grecs. Il va tellement le développer que ça va devenir vraiment non seulement une culture à part entière, mais une industrie, c'est-à-dire qu'ils vont exporter du vin en masse. Comme pour les Grecs, le vin va être un élément essentiel de leur civilisation. Les Romains, eux, ils vont se pencher vraiment sur l'agronomie, au niveau de la terre, au niveau de la taille de la vigne, la manière de travailler les coteaux. Eux, justement, ils vont diffuser cette culture du vin dans tout le bassin méditerranéen. Donc, encore une fois, ça va devenir vraiment un commerce. Et aussi, date importante, en 800 avant Jésus-Christ, l'amphore va être inventée. Alors, généralement, elle était enduite de résine, ce qui permettait d'éviter que le vin tourne en vinaigre. Et quant au bouchon, à l'époque, c'était déjà du liège, mais qui lui était scellé par une espèce de mortier fait avec de la chaux. Cette amphore, évidemment, elle va devenir emblématique, elle va surtout être utilisée pendant des millénaires, de différentes tailles, suivant si effectivement vous vouliez exporter du vin ou juste le consommer chez vous. On continue régulièrement à trouver les amphores dans la Méditerranée, mais aussi ailleurs, ce qui prouve qu'effectivement il y avait vraiment un commerce intensif à cette époque-là déjà. Entre le 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ, la culture du vin est introduite en Gaule par les Grecs, notamment lors de la création de Massalia, Marseille. Quelques siècles après, donc autour du 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, on va avoir un développement du vin gaulois, mais qui va disparaître pour mieux réapparaître au 1er siècle avant Jésus-Christ. L'engouement des Gaulois pour le vin va être gigantesque, et donc les Romains vont se mettre à craindre véritablement la concurrence du vin gaulois. Pour assurer le monopole des vins italiens, on va leur ordonner l'arrachage d'environ 50% de la surface des vignes en Méditerranée, c'est énorme, et la loi qui sera alors en vigueur, c'est que seuls les citoyens romains auront le droit de planter des vignes. En 92 avant Jésus-Christ, après la levée de l'interdiction, les Gaulois produisent officiellement plus de vin que les Romains, à tel point que le vin gaulois va être rapidement exporté dans différents pays, notamment par voie maritime et voie fluviale. Évidemment, c'est à cette époque-là que vont être créés les premiers vignobles en France, celui de Provence, celui du Languedoc, celui du Rhône, mais aussi celui de Bordeaux. T'as quelque chose de fort, genre eau de vie, ou on commence à s'emmerder ferme là. Si je me pète pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Alors à cette époque-là, évidemment le vin se buvait pur, encore une fois la symbolique du sang. On imagine bien qu'un vin coupé aurait été synonyme d'offense envers les dieux. On va retrouver beaucoup d'amphores, comme je le disais avant, dans des tombes. C'est à cette époque-là qu'on commence à améliorer la qualité du vin, notamment en l'élevant dans des fûts de chêne. Mais il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, on utilisait essentiellement du raisin noir, mais sans le faire macérer. Le vin à l'époque est toujours marqueur de classe sociale, donc réservé aux riches. Et ça s'explique très simplement entre la vaisselle, notamment en verre qui coûte excessivement cher à l'époque, et les machines, les pressoirs notamment, la populace ne peut pas faire de vin, tout simplement. C'est aussi autour de 300 avant Jésus-Christ que va se développer le vin en Espagne. Et ça explique aussi pourquoi, effectivement, ces trois pays, Italie, France, Espagne, sont encore aujourd'hui les plus gros producteurs de vin, et les plus qualitatifs aussi, en tout cas en termes de savoir-faire. Voilà pour ce qui est de l'Antiquité. Place maintenant au Moyen-Âge. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, la culture du vin va subsister via les ordres monastiques au Moyen-Âge, essentiellement grâce au christianisme et son expansion, et ce dès le 6e siècle. Alors cette culture-là, elle va se passer essentiellement autour des villes, à proximité des monastères évidemment. La qualité du vin va alors progressivement s'améliorer à cette époque-là. Dès la fin du Xe siècle, on note un développement des vignobles bordelais. De raison à cela, c'est que déjà Bordeaux a vue sur l'océan, donc a forcément des facilités de commerce. Et de commerce avec qui? Avec l'Angleterre, puisque l'Aquitaine a toujours eu un lien historique avec le Royaume-Uni. Mais aussi, il faut se rappeler que cette époque, l'influence de l'Église était moindre dans cette région, donc il pouvait y avoir un certain développement assez débridé, on va dire. Au XIe siècle, les grands marchés en termes de vin vont être plutôt sur le nord de l'Europe, et plus justement au niveau de la Méditerranée. La donne commence à changer un petit peu. D'ailleurs, au XIIe siècle a lieu l'officialisation entre guillemets des vignobles de Champagne. À l'époque, l'Île-de-France était le plus grand vignoble de France. C'est vrai que ça, on a du mal à s'imaginer aujourd'hui. Durant cette période, on va aussi diversifier les vins, puisqu'au final, on buvait beaucoup à l'époque de vin blanc et de vin rosé. Même le vin rouge, en fait, était plutôt désigné sous le terme vin clairé. Encore une fois, il n'y avait pas de macération. Et justement, c'est dès le XIVe siècle que le rouge va vraiment asseoir sa domination sur les autres styles de vin. Le vin de cette époque-là, un petit peu comme chez les Gaulois, il n'est pas coupé, sans additifs, donc quand même assez proche de celui qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, ce n'est pas du tout un vin de garde, c'est un vin qu'on consomme très rapidement, généralement dans l'année. On utilise alors des barriques pour l'exportation et le commerce de gros. Pour ce qui est de la vente de détail, les tavernes vont jouer un rôle central. C'est aussi à cette époque-là que va se développer le commerce maritime, encore une fois, évidemment, vers l'Angleterre, mais aussi vers la Belgique. Et ça, c'est plus surprenant, j'avoue, notamment des régions qui ont accès rapide à l'Atlantique, donc l'Aquitaine, les Charentes, la Gascogne. En 1224 a lieu le premier classement des vins en France. Donc vous le voyez quand même, assez important cette période du Moyen-Âge pour la culture du vin. On passe ensuite maintenant au 16e, 17e et 18e siècle, qui sont
les siècles des grandes explorations, donc des colonies. C'est à cette époque-là qu'on va exporter le vin, notamment en Afrique du Sud, au XVIe, ensuite en Amérique du Sud, notamment au Chili et en Argentine au XVIIe, mais aussi aux États-Unis, même si malheureusement les vignes vont se révéler inadaptées au terroir, notamment face aux maladies. Il va falloir replanter ces vignes-là plus tard, au XVIIIe. À cette époque-là, les Hollandais vont avoir une certaine importance dans le négoce des vins. Vous voulez boire quelque chose? Mais c'est aussi à cette époque-là que finalement le vin va subir la concurrence d'autres boissons. C'est-à-dire que jusqu'au XVIIe siècle, c'était quand même la boisson la plus facile à stocker, la moins sujette aux microbes. Je rappelle qu'au Moyen-Âge, c'était considéré comme moins dangereux de boire du vin que de l'eau, puisque certains coins n'avaient pas accès à l'eau courante, notamment en campagne. Et avec la découverte de nouveaux continents, va se développer de manière encore plus massive non seulement la bière, on va commencer à importer du thé, du café, du chocolat. La bière à l'époque, et d'ailleurs depuis des temps immémoriaux, notamment à l'époque de l'Empire romain, était vraiment une boisson considérée réservée au peuple dit barbare. Il y avait vraiment cette connotation péjorative là, tandis que les élites, elles, buvaient du vin. Il faut aussi se rappeler que la recette officielle de la bière, c'est pas si vieux, c'est 1435. En 1715, on va voir l'apparition du champagne effervescent, qui avant en fait n'était qu'un vin rosé sec. En 1632 va être inventée la bouteille en verre, qui va devenir un modèle pour le transport et le stockage du vin. Je rappelle qu'avant, évidemment, le verre c'était cher, c'était vraiment réservé à des élites. Le vin, on le stockait et on le commercialisait en amphore, en barrique, on le servait dans des fiasques, des pichets, des cruches. En 1728, on va avoir une généralisation, cette fois-ci du bouchon de liège, qui sera, il me semble, au début réservé au champagne, puis qui va être utilisé pour tous les types de vins. Pourquoi le liège? Parce qu'il permet un échange minime entre le vin et l'extérieur, via l'oxygène en fait, et qu'il a cette capacité de se rétracter s'il est stocké par exemple dans une pièce trop chaude. Disons que le liège vit en fait exactement comme le vin, qui est un produit vivant et donc qui vieillit plus ou moins bien. Ah, vous buvez quelque chose? Durant ces siècles vont aussi apparaître d'autres types de vins, des vins liquoreux par exemple, les vins fortifiés, mais aussi le développement des eaux de vie qui ont eu un petit succès à l'époque au Moyen-Âge, qu'on utilisait d'ailleurs beaucoup, un usage dit médicinal. Toujours dans cette période-là va se développer les techniques de conservation. Disons que l'origine des grands vins rouges date de cette époque-là tout simplement. À la Révolution française, avec la disparition progressive de l'influence de l'Église, va être rétablie la liberté de culture, donc en théorie n'importe qui pourra planter de la vigne et produire son propre vin. Ce n'est plus réservé aux moines qui s'en servaient d'ailleurs pour le vin de messe. Petit saut dans le temps maintenant et on va rapidement évoquer le 19e et 20e siècle. Avec la révolution industrielle cette fois-ci, va avoir lieu véritablement un essor commercial du vin, notamment via toutes les inventions autour des transports, bateaux, trains, voitures, etc. Donc le vin va véritablement devenir un bon exemple des balbutiements du capitalisme de l'époque, de la mondialisation, et va surtout asseoir aussi la suprématie des pays producteurs de l'Europe du Sud, donc encore une fois France, Italie, Espagne. Au début du XXe siècle va avoir lieu les débuts en fait de l'œnologie via différents travaux, notamment ceux de Pasteur. Louis Pasteur était déjà à l'époque un petit peu le spécialiste de la fermentation et de la putréfaction, et à la demande de Napoléon III en 1863 très précisément, il va effectuer des travaux pour rechercher des remèdes contre les maladies du vin, et c'est justement suite à ces travaux-là que va naître les procédés de pasteurisation, donc un chauffage du vin à 57 degrés pour tuer les germes et aussi évidemment faciliter le stockage et le transport du vin. Est-ce que vous buvez quelque chose? Ensuite aux États-Unis, suite à la période de la prohibition, ce pays-là va faire le choix d'orienter ses recherches et ses travaux vers des vins monocépages, dès 1939 particulièrement, qui permettent, disons-le en tout cas dans ces pays-là, des vins plus qualitatifs, et c'est un modèle en fait qui va s'imposer à tous les vins du Nouveau Monde. Et l'influence de ces travaux va vraiment culminer dans les années 70-80, quand les USA vont proposer ce qu'on appelle les vins technologiques, donc vraiment des vins plus qualitatifs mais aussi plus standardisés. C'était 2 grandes décennies en termes de progrès œnologique. Ça va concerner tous les additifs, donc que ce soit les levures, les sulfites, des techniques d'élevage, mais aussi parfois juste des étapes de vinification qui aujourd'hui nous paraissent naturelles comme la filtration. Et on appelle ça des vins technologiques en opposition aux vins de terroir que nous on connaît en France, souvent plus complexes et portés sur l'assemblage de cépages. Maintenant, petit retour en arrière, on revient rapidement sur la classification officielle des vins de Bordeaux de 1855. En fait, c'est une demande de Napoléon III à l'époque pour l'exposition universelle de Paris qui a lieu justement la même année. Donc c'est tout simplement un classement des crus de Bordeaux, des premiers crus au 5e cru, des vins rouges là pour le coup, essentiellement des vins du Médoc, même si on retrouve un vin de Grave, le château Aubryon, qui d'ailleurs a son importance puisqu'il sera un petit peu le précurseur des Bordeaux qu'on connaît aujourd'hui, à savoir des vins tanniques destinés à la garde. Je rappelle que pendant longtemps la mode a été aux vins clairés, donc des vins issus de cépages rouges mais élevés sans macération. Bordeaux d'ailleurs continue à faire ce type de vin, vous pouvez en trouver dans les commerces. Le château Aubryon est aussi un des plus anciens vins prestigieux puisqu'on le buvait déjà à la cour du roi d'Angleterre au cours du XVIIe siècle. Dans ce classement va apparaître aussi des blancs de Bordeaux, notamment les Sauternes et les Barsac, donc des blancs liquoreux. Ce premier classement historique est encore une référence aujourd'hui. Ça explique la réputation de certains vins, la spéculation qu'il y a dessus aussi. Bref, le prestige en fait des vins de Bordeaux, tout simplement. Alors évidemment, ce classement il va inspirer d'autres classements, notamment des vins de Bourgogne et de Champagne. Alors c'est dommage, on note déjà à l'époque un certain mépris des autres vignobles moins réputés, en tout cas pour l'intelligentsia parisienne et mondiale, on va dire. Bon, ceci
Ceci dit, quand je vois certaines publications sur Instagram, ça y est, il commence à foutre sa merde, il commence à dénoncer. C'est des potes, tu vois, mais je trouve qu'ils vont pas assez loin, tu vois, dans ce qu'ils font. Ils vont pas à fond, quoi, si tu veux, ils dénoncent pas. Moi, je prends des risques. Disons qu'il y a quand même pas mal de restes de ces réflexes-là encore aujourd'hui, et quand même beaucoup d'efforts à faire quand on parle d'autres appellations que les sempiternels, même vignobles, j'ai envie de dire. Même si quand même la tendance est un petit peu à s'inverser aujourd'hui avec l'essor des vins de nature et certains vins du Jura, de Savoie, il faudrait que ça continue dans ce sens-là, parce que c'est clairement le genre de choses qui rend le monde du vin plus accessible, plus moderne. Mais aussi, on y reviendra, mais c'est vrai, quand on voit le prix de certains Saint-Julien ou certains Pauillac, on se dit qu'il est grand temps d'arrêter le délire. Bon, c'est loin d'être le seul vignoble concerné par la spéculation, enfin quand même. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis pas spécialement un grand défenseur de l'engouement qu'il y a autour de ces vins-là, et qui masque malheureusement plein d'autres appellations et plein d'autres terroirs qui méritent eux aussi leur chance, et qui ont d'ailleurs bien prouvé leur qualité. Ceci étant dit, parenthèse fermée, on passe ensuite à l'épidémie de phylloxéra, qui s'est étendue quasiment de 1860 jusqu'à 1900. Qu'est-ce que le phylloxéra? C'est un insecte, un puceron plus exactement, qui a été importé par erreur des USA dans les vignobles français, et qui a fait des ravages sans précédent sur les vignobles européens. C'est un parasite de la vigne maintenant bien connu, et qui a pour particularité de s'attaquer aux racines des ceps de vigne. Donc en 1863, il y a une première apparition dans les vignobles du Gard, ensuite en 1865 dans les Bouches-du-Rhône, en 1866 dans les vignobles de Bordeaux, et ça va continuer comme ça jusqu'en 1919 dans certains vignobles du Maghreb, le Portugal, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, l'Australie, l'Italie, l'Afrique du Sud, le Pérou. Bref, aucun vignoble ne sera épargné, et finalement les vignobles européens ont été sauvés par des plants américains qui eux étaient déjà résistants, si vous voulez, aux pucerons, puisqu'ils avaient déjà touché les États-Unis bien avant cela. Donc il faut savoir que les vignes qu'on a en Europe aujourd'hui en fait ont été greffées sur ces plants de vignes américains. Bref, pour une fois qu'ils aident les autres, ceux-là, non, je suis pas anti-américain primaire, c'est faux. Et enfin, dernière étape de notre périple historique, la création des appellations, et notamment de l'AOC, appellation d'origine contrôlée. Et bien, toutes ces appellations, on les doit notamment à la persévérance d'un vigneron, qui est à l'époque à Châteauneuf-du-Pape, Pierre Leroy de Boiseau-Marié, dit le baron Leroy, qui, à 1924, va créer le syndicat des vignerons de Châteauneuf-du-Pape, pour pallier à beaucoup de dérives et de catastrophes de cette époque-là, en fait, donc l'épidémie de phylloxéra, une qualité vraiment pas top à l'époque, notamment due à des rendements énormes, voire des assemblages très douteux, puisqu'on faisait carrément des assemblages à l'époque de vins importés d'autres régions viticoles. Il n'y avait vraiment pas d'organisme qui contrôlait tous ces trucs-là. Vous vous doutez bien, justement ce syndicat va essayer de pallier à tous ces défauts-là. En 1933, après plusieurs victoires juridiques et législatives, va être définie et délimitée l'appellation Châteauneuf-du-Pape, qui est donc officiellement la première appellation viticole française. Là encore une fois, ça peut expliquer aussi la renommée de Châteauneuf-du-Pape et le prix des bouteilles de Châteauneuf-du-Pape encore aujourd'hui. La même année est créée l'Académie du vin de France, qui va bien évidemment œuvrer dans le même sens. Il va y avoir une succession de créations d'organismes qui va mener à la création de l'AOC, et notamment en 1947, la création de l'Institut national des appellations d'origine des vins et des eaux de vie, qui est un organisme privé, mais qui œuvre pour un service public. Parce qu'évidemment, la mission est d'intérêt général, entre guillemets. Je suis fatigué. Ah, il me fatigue. Donc c'est comme ça finalement que se créent les appellations, mais qui vont permettre d'une plus-value énorme via un cahier des charges strict pour les vins, mais ça évidemment on le verra dans une prochaine émission. Petite précision quand même, l'AOP, appellation d'origine protégée, date elle de 1992, l'IGP, indication géographique protégée, date elle de la même année, et ces deux appellations proviennent d'une initiative de l'Union Européenne. On va finir tout simplement avec quelques petites généralités qui nous permettent de retomber sur la période actuelle, tout simplement. Alors il faut savoir que la France est le premier pays exportateur mondial en valeur, donc économiquement parlant, en termes de vin. L'Italie, elle, est le premier exportateur mondial en volume. Les vins les plus consommés dans le monde sont les vins de France, d'Espagne et d'Italie. Bon, là je pense que si vous avez bien été attentif, vous comprenez pourquoi. Sur le podium des pays qui consomment le plus de vin au monde, on retrouve les États-Unis, la France, l'Italie et la Chine. Grosse hype du vin en Chine en ce moment d'ailleurs. Mais il faut savoir que les États-Unis, l'Argentine et l'Afrique du Sud ne sont pas loin derrière. 40% des vins consommés dans le monde sont des vins importés. Quand même, c'est impressionnant. Pour ce qui est des types de vins produits, il faut savoir que 55% sont des rouges, 26% des vins blancs et 19% des vins rosés. Évidemment, c'est le rouge qui est le plus consommé dans le monde. Ça me semble quand même assez évident, j'ai envie de dire. Et justement, pour rentrer dans les toutes dernières étapes au niveau de l'histoire du vin et la culture du vin, on peut noter, depuis une décennie voire plus, le développement de l'œnotourisme et le développement aussi de la biodynamie et d'une manière générale, l'importance que maintenant les consommateurs accordent à la qualité du produit qu'ils vont consommer, et c'est tant mieux. Voilà pour cette émission. Écoutez, j'espère qu'elle n'a pas été trop
trop longue et trop redondante. Je vous accorde que c'est pas un sujet qui est très très marrant. Mais bon, il faut en passer par là aussi des fois pour apprécier ce qu'on a dans le verre. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les visuels réalisés pour cette émission, à savoir les frises historiques, sur mon compte Instagram. Me suivre là-bas pour découvrir mon quotidien d'amateur de vin, dégustation, vignobles locaux, conseils pratiques. Si cette émission vous a plu et que vous voulez en voir encore plus, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous ne voulez pas louper les prochaines émissions. Alors je tiens à vous remercier pour la première émission parce qu'elle a littéralement explosé au moment où j'étais en train de monter la seconde. On est aujourd'hui quasiment à 300 vues, donc c'est juste énorme pour un podcast qui débute. Alors c'est un peu les hasards d'internet, des réseaux sociaux et de l'algorithme YouTube, donc je sais pas trop d'où ça provient. En tout cas merci à la personne qui en a parlé parce que j'imagine que c'est quelqu'un qui a partagé. N'hésitez pas à continuer à me donner de la force et à me faire des retours sur cette émission ou même la précédente. Je rappelle quand même que les créateurs de contenu, on n'est rien sans vous, et qu'en même temps vos retours, vos commentaires et vos likes sont les seules récompenses du travail fourni en amont, et Dieu sait qu'il est important. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide, mais juste continuez comme ça, c'est parfait. Si chaque podcast fait 300-400 vues, j'en serais extrêmement flatté. Si vous voulez découvrir d'autres créateurs sur le sujet du vin sur YouTube, n'hésitez pas à aller dans l'onglet chaîne. Il y a très certainement des créateurs dont vous avez déjà entendu parler, mais aussi j'essaye de mettre en avant des chaînes qui n'ont pas spécialement percé, mais que je trouve intéressantes et qui ont toutes plus ou moins pour sujet central le vin et la bonne bouffe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas très nombreux sur le sujet, donc n'hésitez surtout pas à aller les soutenir. Ce coup-ci, pour changer un peu, on va s'ouvrir une petite bouteille de vin primeur. Il y a quelques jours de ça, c'était la semaine du Beaujolais nouveau, le 3e jeudi de novembre. Voilà, on va changer un petit peu de région en tout cas. On va s'ouvrir une bouteille de Gaillac primeur. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter le vignoble de Gaillac, quand même, ça c'est connu. Donc dans le sud-ouest, au-dessus de Toulouse, dans le département du Tarn plus exactement, un vignoble avec beaucoup de cépages autochtones, qui revient de loin d'ailleurs. Là ce sera un vin primeur, bon, évidemment 2022, du domaine Sarabel, donc domaine que je connaissais pour faire des Gaillac assez sympas quand même, et qui faisait justement partie de mes premières références à l'époque où je commençais à déguster des vins rouges, notamment du sud-ouest. De toute façon vous irez voir sur Instagram, j'ai déjà parlé justement des domaines viticoles situés route de Sorse, donc première côte rive droite, avec notamment Sarabel et Clément Terme, deux domaines à suivre. C'est un vin AOP, le cépage utilisé évidemment c'est du Gamay, comme dans le Beaujolais. Vous irez voir la publication récente que j'ai faite sur Instagram concernant le noyau de Cunac, qui est un petit peu la zone de prédilection des Gaillac primeurs. Il y a beaucoup de ressemblances avec le Beaujolais, notamment dans la technique même de vinification, et on va voir justement si ce petit vin primeur est finalement plus charpenté, c'est finalement la grande différence entre les vins du nord de la France et les vins du sud, et si par exemple on a des petits arômes en plus ou en moins, s'il y a ce fameux goût de banane, etc. etc. Voilà, et bien c'est tout pour moi, alors je vous dis au mois prochain, aux nouvelles thématiques, pour devenir vincolable sur le sujet, puis surtout stimuler votre vintellect. Adieu. Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit.